Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 4 janvier. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis fin aujourd'hui aux fonctions du gouverneur de la Banque d'Algérie. On en parle dans un instant. Le projet de loi portant code de la route soumis au Conseil de la Nation pour enrichissement et adoption. Le projet qui marque un tournant dans l'approche adoptée par les hautes autorités combine entre prévention et mesures coercitives. Cap dans ce journal sur des étudiants africains ayant choisi de faire des études en médecine en Algérie. Un choix laborieux, motivé par la qualité de la formation, mais aussi par les conditions d'accueil favorables en Algérie. Ouverture ce dimanche de 3 centres psychopédagogiques à Alger, spécialisés dans la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques. Ces établissements accueilleront des enfants et adolescents âgés de 3 à 18 ans, ce qui allégera la demande croissante. Au Maroc, pour de nombreux citoyens, le quotidien reste un combat. Routes impraticables, accès limité aux services de base et absence d'infrastructures, un constat alimentant le mécontentement de la population. Et on termine avec le 23e salon de l'artisanat saharien qui se tient à Tamarasset, un espace où les trésors de l'artisanat et des métiers traditionnels sont à l'honneur. Bienvenue à tous. Je disais à l'instant, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis fin aujourd'hui aux fonctions du gouverneur de la Banque d'Algérie, Salah ad-Din Taleb, et a chargé le vice-gouverneur de la banque, Moatassem Boudiaf, d'assurer les fonctions de gouverneur par intérim de la Banque d'Algérie. Nous l'annoncions en titre, le projet de loi portant code de la route soumis au Conseil de la Nation pour enrichissement et adoption. Il marque un tournant dans l'approche adoptée par les hautes autorités avec le renforcement de la sécurité routière en combinant entre prévention et mesures coercitives. Le texte de loi vient répondre à une réalité routière préoccupante avec des routes devenues des zones de non-droit par la faute de conducteurs irresponsables et qui sont la cause en 2025 de 4 500 morts et de 57 000 blessés dont certains handicapés à vie. C'est le papier de Majda Jahmoun. Renforcer la prévention, instaurer une culture routière à même de garantir la sécurité des usagers en limitant les comportements imprudents, le projet de loi portant code de la route adopte une approche qui établit un équilibre entre les aspects préventifs et coercitifs dans le cadre d'une vision durable. Ce texte fait l'objet depuis plusieurs jours de vives polémiques, de commentaires parfois alarmistes destinés à convaincre l'opinion publique qu'il s'agirait d'une atteinte aux libertés. Situation qui révèle une réalité inquiétante, toutes ces manipulations ne sont que des tentatives de troubler l'ordre public et de créer la confusion. Pourtant, ce projet n'a pas encore été voté. Il est soumis aux membres du Conseil de la Nation pour examen, débat et enrichissement avant d'être adopté, dans le cadre du processus législatif normal et en vigueur. Le texte, pour rappel, comprend plus de 50 nouvelles mesures réparties sur 193 articles. L'accent est mis sur l'aspect préventif, notamment l'imposition de spécifications techniques pour les véhicules et de mesures à même de garantir la sécurité de ses conducteurs ainsi que la maintenance adéquate et permanente des infrastructures routières. Autre changement important, le renforcement des moyens de contrôle avec le recours aux outils numériques et au contrôle automatique des infractions. Le texte veille également à encourager la culture du signalement chez le citoyen et à impliquer la société civile pour élever le niveau de conscience routière. L'objectif de ce projet est de corriger les comportements liés aux infractions graves par un durcissement du cadre légal, non pas pour sanctionner le citoyen, mais pour réduire les risques sur la route. Il prévoit la création d'une plateforme numérique et d'un registre national des infractions afin d'identifier les conducteurs à risque. Le texte revoit également le système de formation des conducteurs, engage la responsabilité des auto-écoles, renforce le contrôle technique des véhicules et encourage le citoyen à signaler un quelconque problème sur la route. Certains conduisent n'importe comment. J'ai vu des conducteurs avec leur téléphone en main alors qu'ils étaient au volant.
Personnellement, j'ai percuté cette voiture. Je sais qu'on compte augmenter les amendes. C'est une très bonne mesure. Déjà que les accidents de moto sont mortels et certains roulent sans casque et sans permis. J'ai vu des chauffeurs de bus doubler et faire des excès de vitesse, mettant en péril la vie des passagers. De mon point de vue, il faut leur réapprendre le code de la route. J'ai lu sur le nouveau code de la route en phase d'étude et je souhaite qu'il soit appliqué et respecté. Le code de la route vise à passer du traitement conjoncturel des accidents de la route à l'établissement d'une approche globale reposant sur l'engagement de la responsabilité légale de chaque partie de manière à réduire les causes des accidents, à évaluer les comportements dangereux et à ancrer la culture du respect des règles de circulation comme condition essentielle pour protéger la vie humaine et les biens. Dans le cadre du renouvellement de sa flotte aérienne, avec pour rappel la commande de 18 avions que l'Algérie prévoit d'acquérir, le deuxième appareil acquis par Air Algérie de type Airbus A330 Neo est entré aujourd'hui en service. Baptisé Garage Billet, il est le deuxième de ce type à rejoindre la flotte nationale, après le premier qui avait été nommé novembre 54. Nous en parlions en préambule. L'Algérie accueille de nombreux étudiants africains via un programme de coopération offrant des bourses gouvernementales couvrant les frais d'études et les œuvres universitaires. Notre caméra a accompagné certains d'entre eux. Ils sont étudiants en médecine. Un choix laborieux, motivé par la qualité de la formation, mais aussi par les conditions d'accueil, nous dit Raouf Hamouch dans ce reportage. Allongé sur un lit d'hôpital, branché à des moniteurs, ce patient ne respire plus seul. On reprend la fréquence cardiaque. Autour de lui, deux étudiants tchadiens en médecine répètent les gestes d'urgence, sous l'œil vigilant de leur encadrant. Donc on va lui mettre de l'insuline pour baisser le taux de sucre. La scène est presque réelle. Pourtant, nous ne sommes pas dans un service de réanimation, mais dans un centre de simulation au sein de la faculté des sciences médicales de l'université d'Alger. Le centre de simulation a accueilli aujourd'hui les étudiants étrangers. L'objectif est bien sûr de les former sur la prise en charge d'un patient dans le cadre de l'urgence, patient simulé bien sûr. Il faut savoir que l'objectif dans un centre de simulation pour des étudiants, qu'ils soient étrangers ou nos étudiants algériens, nous avons deux objectifs importants en fait. C'est que la première fois, l'étudiant ne doit pas apprendre sur malade, donc il apprend tous les gestes sur mannequin. Et le deuxième objectif, c'est de ne jamais commencer sur un malade réel, plutôt commencer sur un mannequin. Un encadrement académique qualifié et des moyens pédagogiques modernes alliant enseignement théorique et formation clinique pour donner à ces futurs médecins un avant-goût du terrain. On va appliquer ce qu'on a appris ici en Algérie pour aider notre pays. J'ai acquis beaucoup de connaissances. J'aime l'Algérie, j'aime les peuples, j'aime la culture. Comme Mohamed, c'est toute une communauté étudiante africaine qui a choisi aujourd'hui de se former en Algérie. Un choix motivé par la qualité de la formation, mais aussi par les conditions d'accueil. Je suis étudiant tunisien en première année de médecine. J'ai obtenu une bourse grâce à la plateforme Study in Algeria et je suis réellement satisfait du cadre d'études et de l'accueil ici en Algérie. Cette présence internationale s'inscrit dans une politique d'ouverture menée par la faculté. Dans notre université des sciences de la santé, on a plus de 26 nationalités. Toujours dans le cadre de la plateforme, Study in Algeria, nous avons accueilli pas mal d'étudiants étrangers dans la graduation et la post-graduation. Dans la post-graduation, dans beaucoup de spécialités, à savoir l'ophtalmologie, la chirurgie, la cardiologie et d'autres spécialités. Objectif, former une nouvelle génération de médecins africains hautement qualifiés, tout en renforçant la coopération académique et sanitaire entre l'Algérie et les pays du continent au service de systèmes de santé plus résilients en Afrique. Au-delà des amphithéâtres, l'accompagnement se poursuit dans la vie quotidienne, comme ici à la cité universitaire de Sidi Abdallah, où tout a été pensé pour faciliter l'intégration et le vivre ensemble. Chaque année, plus de 2500 bourses d'études sont offertes par l'Algérie à des étudiants de pays africains.
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Beddari, a supervisé ce dimanche dans la wilaya de Naama la cérémonie de promotion du centre universitaire Salhi Ahmed au rang d'université. À l'occasion, le ministre a précisé que cette université comprend 7 facultés ainsi qu'un institut d'agriculture pastorale. Il a souligné que cette promotion traduit la vision de l'État algérien visant à faire de l'université un moteur de la réalisation des objectifs de développement et à renforcer son rôle économique. Le ministre a ajouté que cette démarche s'inscrit dans le cadre des orientations du président de la République visant à hisser la formation universitaire afin qu'elle devienne un levier essentiel pour la construction d'une économie nationale fondée sur l'entrepreneuriat, la technologie, la science et le savoir. Coopération policière, le directeur général de la Sûreté nationale, Ali Badawi, a reçu ce dimanche une délégation de haut niveau de la République islamique de Mauritanie conduite par le directeur général de la Sûreté mauritanienne, le général de division Mohamed El-Hartani. La rencontre a débuté par des entretiens bilatéraux entre le DGSN et son homologue mauritanien avant que la séance de travail ne s'élargisse aux délégations des 2 pays. S'exprimant à cette occasion, Ali Badawi a salué le niveau de la coopération entre l'Algérie et la Mauritanie, soulignant la nécessité de la renforcer davantage, notamment dans le domaine de la formation policière spécialisée, ainsi que l'échange d'expertise et d'expérience dans les domaines de la police scientifique, technique et de la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Lancement ce dimanche du guide électronique pour l'insertion économique des personnes aux besoins spécifiques par le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme. Ce guide a pour mission d'améliorer les conditions sociales des personnes aux besoins spécifiques et à renforcer leur autonomisation économique. Il constitue un outil de référence numérique qui s'inscrit dans le cadre de la politique du secteur, reposant sur un système de services diversifié au profit de cette catégorie, couvrant l'éducation et l'enseignement spécialisé, l'insertion socio-professionnelle, les programmes sociaux, le transport et les réductions tarifaires. Et pour répondre aux demandes de plus en plus croissantes de prise en charge des personnes aux besoins spécifiques, 3 centres psychopédagogiques ont ouvert leurs portes aujourd'hui à Alger. Situés à Bouzaréa, Stawali et Khreissia, les centres d'une capacité de 410 places pédagogiques prendront en charge des enfants et adolescents âgés de 3 à 18 ans. Les détails avec Naïm El-Bouich. Pour renforcer davantage les structures psychopédagogiques existantes dans la capitale, 3 centres ont ouvert aujourd'hui leurs portes respectivement à Stawali, Bouzaréa et Khreissia. Outre la proximité, ces centres qui accueillent des enfants aux besoins spécifiques permettent de soulager sensiblement les angoisses parentales. J'ai entendu parler de ce centre et j'ai tout de suite couru pour inscrire mon fils aujourd'hui. Je suis très soulagé pour la proximité et ça a l'air vraiment bien. Le prix de 12 000 dinars est abordable. J'espère vivement que ça va donner rapidement des résultats. Quand on parle des enfants handicapés, on parle bien sûr de l'autisme, on parle du retard mental et des enfants qui ont atteint de la trisomie 21. Ça va permettre de rapprocher, bien sûr, d'alléger d'abord la souffrance des parents et c'est la proximité avec les parents, de rapprocher l'enfant des établissements spécialisés. Ces 3 centres qui accueillent enfants et adolescents de 3 à 18 ans portent à 6 le nombre de ces structures particulièrement recherchées, d'autant que seulement 40% des demandes sont retenues. Additivement, 3 centres psychopédagogiques ouverts le 13 octobre 2025. La wilaya d'Alger met en service aujourd'hui 3 autres centres. Tous les moyens ont été mis à la disposition de nos enfants. Pour les moyens humains, un personnel composé de psychologues, cliniciens, orthophonistes et psychopédagogues. L'objectif, c'est au niveau de la wilaya d'Alger par le biais de l'EPIC Peresco, c'est ouvrir un centre psychopédagogique au niveau de chaque circonscription administrative. Dépendant de l'EPIC Presco de la wilaya d'Alger, ces centres ont une capacité de 410 places pédagogiques, un chiffre en progression constante en attendant l'ouverture d'autres structures du genre.
À l'étranger, au Maroc, la grogne sociale ne faiblit pas. Le mépris et le non-respect des engagements du Marzen vis-à-vis des revendications de la population alimentent le mécontentement des Marocains décidés plus que jamais à réclamer leurs droits à une vie digne, notamment dans les régions rurales où la pauvreté et l'isolement frappent de plein fouet. Milad Hanine. Dans plusieurs zones montagneuses du Maroc, les fortes chutes de neige ont rendu des villages entiers coupés du reste du pays. Les routes sont impraticables, laissant ainsi des familles isolées depuis plusieurs jours. Nous sommes isolés depuis plusieurs jours. Nous n'avons plus rien à manger dans ce froid glacial. Nous avons un besoin urgent d'aide. Dans ces régions enclavées, l'accès aux soins devient un défi majeur. Et en l'absence d'infrastructures médicales adaptées, les malades sont transportés sur des mules à travers des chemins dangereux. Nous demandons aux autorités d'avoir pitié de nous. Nous avons tout tenté, mais sans résultat. Cette situation qui se détériore de jour en jour illustre la fragilité des infrastructures, notamment dans les zones rurales, où les populations sont livrées à elles-mêmes. Proche-Orient, 2 Palestiniens sont tombés en martyrs et un autre a été blessé ce dimanche sous les balles des forces d'occupation sionistes à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Une nouvelle agression qui vient fragiliser davantage une situation déjà précaire, notamment après l'annonce de l'entité sioniste de l'interdiction d'accès à la bande de Gaza de 37 organisations humanitaires internationales majeures. C'est le papier de Walid Yousfi. Encore une épreuve pour les Gazaouis. L'entité sioniste a commencé ce dimanche à révoquer les licences d'exploitation de 37 organisations internationales fournissant une aide humanitaire à la bande. En cause, de nouvelles mesures imposées par l'occupant, les obligeant à transmettre une liste détaillée avec les informations personnelles de leurs employés, exposant ces derniers davantage aux dangers et à des poursuites. Ces organisations œuvrent dans des secteurs vitaux tels que la santé, l'éducation ainsi que d'autres domaines essentiels. Cette interdiction a de lourdes répercussions sur les Palestiniens de la bande de Gaza. La suspension des activités de ces organisations aggrave la pénurie de médicaments, retarde la prise en charge des blessés et accentue l'insécurité alimentaire, touchant en premier lieu les enfants, les femmes et les personnes âgées. C'est terrible ce qui se passe. Les médecins qui se trouvaient au niveau des frontières nous donnaient des médicaments. Mais maintenant, il n'y en a plus. Nous n'avons plus de solution. Cette décision va faire empirer les choses. Déjà qu'à la base, nous vivons une situation intenable. Si l'entité sioniste continue sur cette lancée, je ne sais pas ce qu'il adviendra de la population. Une mesure qui isole davantage les Gazaouis, fragilise les mécanismes de protection et accentue une crise humanitaire déjà marquée par l'effondrement des services de base et de conditions de vie de plus en plus précaires. Retour chez nous pour parler patrimoine, entre l'authenticité du passé et l'influence du présent. Les trésors de l'artisanat et des métiers traditionnels sont à l'honneur à Tamarasset. La ville accueille depuis quelques jours le 23e Salon national de l'artisanat saharien, l'occasion pour les nombreux participants de faire connaître un legs ancestral transmis de génération en génération. C'est le papier de Milad Hanine. À Tamarasset, le Salon national de l'artisanat saharien a été l'occasion pour plus de 70 artisans d'exposer leurs créations, mettant ainsi en lumière un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération. Nous avons été très bien accueillis. Le koufin figure parmi les produits phares confectionnés par les femmes de Janet. Que ce soit les parfums ou d'autres produits, tout est artisanal. Venus des 4 coins du pays, les exposants ont présenté leur savoir-faire, représentant une large diversité de métiers artisanaux. Je suis spécialisée dans la dinanderie. Je confectionne des bijoux en cuivre tels que le khlala, des porte-stylos, des mini-calèches et l'emblème national. Le salon permet aux artisans de commercialiser leurs produits et d'échanger sur leur métier à travers des journées d'études et des ateliers. À travers ces créations,
L'artisanat saharien demeure un élément essentiel de l'identité culturelle algérienne et nécessite un soutien durable pour assurer sa pérennité. Sport football, Cannes 2025, l'équipe nationale de football poursuit sa préparation en vue du 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mardi face à la RDC, dans une bonne atmosphère, les joueurs affichent une grande détermination portée par un très bon état d'esprit collectif. Les Verts ont effectué l'avant-dernière séance d'entraînement cet après-midi. Ryan Aït-Nouri souffre d'une forte grippe et n'a pas pris part à cette séance. Son absence s'ajoute à celle de Semir Chergui et Jawan Hadjem, tous deux blessés mais qui s'entraînent seuls. Le défenseur Mohamed Amin Tougaï, lui aussi, ne s'est pas entraîné pour cause de blessure. Pour rappel, l'Algérie affrontera la RDC ce mardi à partir de 17h. Et croisons les bras justement pour les Verts pour mardi prochain. Voilà qui termine ce journal. Merci de nous prêter attention. Je vous retrouve demain à 19h. Excellente suite des programmes sur notre chaîne.